Monsieur et mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs, tout d'abord, je tenais à remercier tout particulièrement les organisateurs de cette très belle rencontre dont le sujet m'a tout particulièrement interpellée, je dois dire, et que j'ai décidé de traiter sous l'angle du conflit entre la libre circulation des citoyens et les modèles familiaux nationaux, et pour indiquer la manière dont la méthode de reconnaissance est efficace pour agir sur cette conflictualité. Afin de mieux appréhender le conflit entre la circulation du citoyen et les modèles familiaux nationaux, encore faut-il présenter, je pense, brièvement les liens entre la famille et le statut de citoyen de l'Union européenne. Cette citoyenneté, instaurée en 1992 lors du traité de Maastricht, on le sait, a été un moteur jurisprudentiel assez fort de la part de la Cour de justice, qui est venu enrichir ce statut qui, de prime abord, n'apparaissait pas pour une partie de la doctrine particulièrement riche ou novateur. C'est en affirmant par une formulation presque incantatoire lors de l'arrêt Grelzik de 2001 que la citoyenneté avait vocation à devenir le statut fondamental des ressortissants des États membres que la Cour est vraiment venue donner un tournant constitutionnel à ce statut de citoyen. C'est donc sur son fondement que les ressortissants des États membres peuvent désormais exercer leur liberté de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres, droit garanti par l'article 21, paragraphe 1 du TFUE, et dont les modalités sont précisées au sein de la directive 2004-38 relative à la libre circulation du citoyen et des membres de sa famille sur le territoire des États membres. Or, toute la difficulté réside en ce que l'Union européenne ne dispose pas de compétences pour harmoniser les droits matériels nationaux de la famille, ce qui inclut nécessairement des variations dans la circulation du citoyen. En effet, si certains traits des droits matériels familiaux sont partagés par l'ensemble des États membres, à l'instar du mariage monogame ou de la filiation, certaines conceptions de la famille restent clairement minoritaires. Nous pouvons prendre l'exemple du mariage entre personnes de même sexe ou des filiations dans le cadre de relations homosexuelles. Or, le membre de la famille du citoyen de l'Union européenne ne dispose pas d'un droit de séjour autonome, mais dérivé de celui du citoyen. Afin donc de bénéficier d'un tel droit de séjour dérivé, encore faut-il que le membre de la famille soit reconnu en tant que membre de la famille du citoyen. Et dès lors, nous pouvons comprendre que la diversité des droits nationaux peut entrer en conflit avec la circulation du citoyen, rendant dès lors son exercice à géométrie variable, puisque certains États peuvent opposer leur propre vision nationale, leur propre conception nationale de la famille pour refuser un droit de séjour aux membres de la famille du citoyen. Par conséquent, nous comprenons que le statut familial du citoyen, sa reconnaissance plus précisément, est nécessaire à la circulation du citoyen. Ainsi, deux arrêts fondateurs, l'arrêt Coman de 2018 et l'arrêt VMA ou Pancharevo de 2021 ont été l'occasion pour la Cour de justice d'affirmer l'obligation des États membres à reconnaître le statut familial du citoyen. Alors, s'agissant de l'arrêt Coman, c'était une question de mariage entre personnes de même sexe, tandis que dans VMA, c'était une question de filiation d'un couple de même sexe. C'est donc à l'occasion de ces deux arrêts que la Cour est venue affirmer cette obligation de reconnaissance en étendant cette obligation de reconnaissance qu'elle avait déjà dégagée s'agissant des noms patronymiques dans les arrêts Garcia Velo de 2003 et Gurkin-Paul de 2008. Ainsi, par cette méthode de reconnaissance, la Cour vient enjoindre les États membres à résoudre le conflit entre circulation du citoyen et droit national familial, en enjoignant les États à écarter leurs règles de conflit national pour venir accueillir le statut familial du citoyen. Il s'agit donc pour les États membres d'abandonner tout simplement la coordination inhérente à la règle de conflit et venir accueillir le statut familial du citoyen, quand bien même ils ne le connaîtraient pas dans leurs droits internes. Tout ceci
ayant pour objectif donc d'éviter que le citoyen ne se retrouve dans une situation boiteuse lorsqu'il circule. Or, il est nécessaire de s'interroger sur les effets de cette méthode de reconnaissance. Il s'agira donc de se demander, dans cette présentation, en quoi la méthode de reconnaissance garantit-elle une résolution cohérente du conflit entre la libre circulation du citoyen et les modèles familiaux nationaux. Selon nous, il est nécessaire pour la Cour, dans une matière aussi sensible, de trouver un certain équilibre entre les intérêts du citoyen à circuler et ceux des États membres qui souhaitent protéger leur conception nationale de la famille. Et comme on le sait, ces conceptions nationales de la famille sont révélatrices des particularités nationales. Pour répondre à cette problématique, je procéderai à un plan assez classique du milieu juridique en deux temps, en affirmant que dans un premier temps, certes, tout semble à croire que la méthode de reconnaissance vient garantir effectivement une protection équilibrée des intérêts du citoyen, tout en préservant dans le même temps les identités des États membres. Cependant, en analysant le conflit d'une manière plus large, en ne se limitant pas à une conflictualité donc entre la circulation du citoyen et les modèles familiaux nationaux, nous nous rendrons compte qu'en réalité, la méthode de reconnaissance amène peut-être plus de problématiques qu'elle n'en résout véritablement. Donc tout d'abord, dans un premier temps, un conflit qui semble désarmé par la méthode de reconnaissance. En apparence donc, le conflit entre libre circulation et modèles familiaux semble résolu par la Cour qui, tout en garantissant la libre circulation du citoyen, semble chercher à offrir des garanties aux États membres dans les arrêts Coman et VMA. En effet, prima facie, la méthode de reconnaissance semble dictée par les seuls besoins de circulation du citoyen et ne semble pas offrir une prise en considération des besoins des États membres. Puisque la Cour commence, aussi bien dans VMA que dans Coman, par rappeler que l'Union européenne ne dispose pas de compétences en matière d'état des personnes. Mais elle ajoute immédiatement une formulation dégagée lors de l'arrêt Garcia Avelo que, s'agissant de l'exercice de ces compétences, les États membres doivent le faire dans un cadre respectueux de la libre circulation des citoyens. La Cour ensuite va constater la possibilité d'interpréter la directive 2004-38 d'une manière neutre en autonomisant la notion de conjoint, aussi bien dans Coman que de filiation dans VMA. Et pour ce faire, afin au final d'enjoindre les États à reconnaître ces formes familiales, donc de mariage homosexuel et de filiation de couple homosexuel, alors même que ces États ne les reconnaissent pas. Donc la Cour enjoint les États à reconnaître un statut familial dans l'objectif de garantir la libre circulation du citoyen, fondée sur l'article 21, paragraphe 1 du TFUE. Elle va également se fonder, mais de manière subsidiaire, sur la question de la protection des droits fondamentaux du citoyen, mais ceci afin d'écarter l'invocation de l'identité nationale qui était revendiquée par les États membres, mais c'est une question qui sera abordée dans des contributions demain, donc n'insiste pas là-dessus. En ce sens, cette méthode est donc fonctionnelle et sa fonctionnalité est dirigée vers la circulation du citoyen. Elle est fonctionnelle car cette méthode cherche un résultat, cherche à garantir simplement un résultat, la circulation des citoyens. Elle cherche donc à garantir une jouissance des droits du citoyen qui se détache de la logique coordinatrice de la méthode conflictuelle qui, elle, est normalement neutre. Cependant, si tout ce raisonnement semble dicter véritablement sur la libre circulation des citoyens, la Cour prend soin tout de même, dans son argumentaire, aussi bien dans Coman que dans VAMA, à offrir des garanties aux États membres. D'une part, elle offre des limites aux États membres qui leur permettent de ne pas reconnaître certaines situations familiales, en affirmant que le lien familial doit tout d'abord avoir été valablement constitué lors d'un séjour effectif. Valablement constitué, tout ceci renvoie à une prohibition de la fraude
Et lors d'un séjour effectif, ceci renvoie en réalité à une volonté de la Cour d'éviter toute situation de forum shopping par des citoyens. Mais selon nous, l'élément véritablement essentiel de l'argumentaire de la Cour de justice en faveur des États membres, c'est qu'elle vient limiter considérablement les effets de la méthode de reconnaissance. Elle vient limiter ces effets en affirmant que la reconnaissance se limite aux seules fins de l'octroi d'un droit de séjour du citoyen. En ce sens, la Cour indique qu'il ne s'agit pas pour les États membres de modifier leur législation nationale en matière familiale, mais simplement de reconnaître une situation valablement formée dans un autre État membre. C'est donc en fait une reconnaissance à usage unique, une single purpose recognition, qui est un terme employé par David Degroot et Dimitri Kochnov, qui précise que reconnaissance, la reconnaissance n'agit que dans un cas précis et n'a pas pour objectif de faire découler des conséquences pour les États membres. Ceci permet donc à la Cour de rejeter l'argument d'une atteinte à l'ordre public et à l'intérêt national, tout simplement parce qu'il ne s'agit pas pour les États membres d'une atteinte à leur définition nationale de la famille, que ce soit donc de la conjugalité ou de la filiation. On voit donc l'effort pour la Cour de justifier l'application d'une méthode qui n'est pas neutre. Cette méthode n'est pas neutre, mais cependant la Cour cherche à garantir, in fine, un certain équilibre entre les intérêts concurrents du citoyen et les intérêts concurrents donc des États membres. Mais en réalité, il semble que plus que de démontrer une certaine volonté conciliatrice entre ces intérêts concurrents, la Cour tend à réfuter toute opposition entre les intérêts du citoyen et ceux des États membres. Apparaît donc une volonté de la Cour de trouver un apaisement dans ce conflit, un apaisement qui se soldera par l'application de la méthode de reconnaissance. Ceci paraît quelque peu simple et en réalité, et ceci est le second temps de mon intervention, il semblerait que en réalité le conflit soit accentué par la méthode de reconnaissance. En effet, la méthode de reconnaissance n'est pas proprement efficace dans le cadre de ce conflit. Et ceci pour deux raisons. D'une part, parce que les arrêts de la Cour de justice, aussi bien VMA que Coman, semblent occulter une partie substantielle du conflit, qui est en réalité bien plus étendue que ce que la Cour n'ose faire paraître dans ses arrêts. Et ensuite, ce sera le dernier point de mon intervention, parce que la méthode de reconnaissance déplace et renforce le conflit. Tout d'abord, ce conflit est plus étendu qu'il n'y paraît. Ce conflit est plus étendu qu'il n'y paraît, en ce sens que la Cour semble, dans les arrêts Coman et VMA, enjoindre les États à reconnaître simplement une situation individuelle constituée valablement dans un autre État membre. Ceci occulte le réel conflit sous-jacent qui ne se limite pas en réalité à une opposition entre libre circulation d'un citoyen et une législation nationale en matière de famille. En réalité, le conflit sous-jacent est bien plus fondamental puisqu'il s'agit d'une opposition entre la consécration du statut de citoyen face aux identités nationales. La question n'est en effet pas celle d'une reconnaissance individuelle d'une situation, mais bien une volonté de la Cour de justice de venir renforcer le statut fondamental qu'est la citoyenneté de l'Union européenne à travers les arrêts Coman et VMA. En ce sens, la fonctionnalité de la méthode semble dicter non pas vers un objectif de circulation, mais vers un objectif de garantir le droit à l'identité de l'individu, du citoyen. Ceci se remarque dès lors que l'on analyse les arrêts Coman et VMA à l'aune des arrêts, notamment Garcia-Avelo et Grukin-Paul, qui avaient consacré une reconnaissance du statut personnel de l'individu. C'est ainsi que, à mesure de jurisprudence, pierre par pierre, la Cour vient reconnaître un droit à l'individu de circuler avec ses attributs personnels et familiales. C'est donc une reconnaissance du statut personnel qui se construit progressivement
pour, in fine, garantir un droit à l'identité du citoyen. Ainsi, si la Cour présentait la citoyenneté d'un Coman ou VMA comme le fondement de la méthode de la reconnaissance, c'est intrinsèquement la finalité même de la méthode que de construire le droit à l'identité et donc la citoyenneté de l'Union européenne. Or, la difficulté réside en ce que la méthode de reconnaissance du droit à l'identité implique de renforcer le statut de citoyen, cependant en allant à l'encontre des choix démocratiques des États membres et en leur opposant les choix démocratiques d'autres États membres. C'est ainsi donc qu'émerge un droit à l'identité du citoyen qui doit être accepté et reconnu par les États lorsque le citoyen circule sans modification possible de cette situation par les États membres d'accueil, y compris sur le fondement de la protection de leur identité nationale. Et donc c'est ici que réside le centre du conflit, qui est en réalité donc un conflit entre l'identité du citoyen et les identités nationales, aussi bien constitutionnelles que fondamentales. Dès lors, réfuter la légitimité aux États de revendiquer aussi bien leur ordre public que leur identité nationale en raison du fait, selon la Cour, que la reconnaissance n'a pour but que de reconnaître une situation individuelle, c'est faussé comme argument. C'est faussé et c'est problématique, d'autant plus que la méthode de reconnaissance souffre de carences assez évidentes. C'est une méthode fonctionnelle dont la prévisibilité n'est pas certaine, mais qui vient écarter purement et simplement toute invocation de l'identité nationale des États. On voit donc l'abandon du tempérament de la reconnaissance que la Cour rejette totalement. Elle rejette l'argument de la légitimité de l'identité nationale qui avait pourtant été accueilli dans les arrêts relatifs aux noms patronymiques tels que Schen-Wingenstein et Rudenik-Vadrim. Donc finalement, on ne sait pas réellement ce qui pourra s'opposer à l'accroissement de la construction de l'identité personnelle du citoyen à l'égard de l'identité nationale des États. On voit bien que pour la Cour, par cette méthode de reconnaissance, il s'agit d'abolir les frontières des choix démocratiques par la libre circulation des citoyens et donc, in fine, de garantir la protection des objectifs de l'Union européenne, les objectifs de l'Union européenne qui sont de créer finalement un espace de libre circulation et de garantir l'intégration du projet européen. Enfin, pour finir, j'aimerais tout de même noter que ce conflit, donc, n'est pas résolu par la méthode de reconnaissance, mais pire encore, ce conflit est déplacé et renforcé par l'application de cette méthode. Il ne disparaît pas, il se déplace. En effet, ce n'est plus la libre circulation des citoyens qui va être entravée, certes, mais la jouissance des effets de cette reconnaissance pose nécessairement problème. Ainsi, la reconnaissance fonctionnelle dans le seul but d'une circulation ne semble pas tenable sur le long terme, ce que n'ont pas manqué de noter les professeurs Hugues Fulchiron ou Amélie Panet, qui normalement enseignent au sein de votre université. Ainsi, la Cour affirme que la reconnaissance se limite au droit du séjour dérivé. Mais qu'en est-il des effets civils du mariage des ressortissants roumains, par exemple? Qu'en sera-t-il des effets de la filiation des mères dans VMA? La Cour, en fait, pour reprendre une expression employée par Hugues Fulchiron, la Cour introduit un statut juridique partiel et boiteux par cette méthode de reconnaissance, ce qui est d'autant plus ironique que c'était l'objectif à éviter justement par la méthode de reconnaissance. D'autant plus que, et ce sera mon dernier point, on ne voit pas très facilement les limites à l'expansion de cette méthode de reconnaissance. On ne voit pas ces limites et la Cour ne les pose pas dans les arrêts relatifs à la citoyenneté de l'Union européenne, ce qui laisse prospecter sur une utilisation de plus en plus récurrente de cette méthode. Pour conclure très brièvement, j'aimerais tout de même souligner que, en dépit des difficultés et des incohérences de la méthode de reconnaissance, celle-ci garantit tout de même, puisqu'elle a quand même des aspects positifs,
Un espace sans frontières au sein duquel le citoyen peut circuler avec sa famille, menant peut-être un jour vers une portabilité du statut personnel du citoyen. Or, un tel rattachement du citoyen à l'espace européen par la famille ne semble pas anodin. Il semble en effet que la Cour prenne en considération la famille comme une entité d'épanouissement du citoyen. Peut-être, peut-être que la Cour commence-t-elle à introduire un paradigme, celui d'une citoyenneté sociale, non pas au sens que l'on l'entend jusqu'à présent, c'est-à-dire une citoyenneté dictée vers une recherche de droits sociaux, mais bien plus vers une citoyenneté qui permettrait à l'individu de s'épanouir au sein de son tissu social. Il serait donc possible de constater l'émergence de l'instrumentalisation de la cellule familiale que l'on voit notamment dans les arrêts, par exemple Zambrano, dans lesquels la Cour fonde véritablement le statut de citoyen à l'encontre finalement des États membres, ce qu'il se passe finalement au travers de la méthode de reconnaissance. Voilà, je vous remercie.